qui est de Maurepas. Jean-Claude, je te cède la parole. Alors l'autorité d'accueil, c'est bien un grand mot. Hein. En fait, vous savez qu'à Maurepas, on a changé de municipalité. C'est plus, avant, on avait du divers, très divers à gauche. Maintenant, on a du très à droite. Donc, on n'est pas du tout... on s'est battu un petit peu pour avoir cette salle, parce que c'est pas évident tout de suite. Comme le prisme d'ailleurs, on pourra en dire. Mais par contre, nous avons cette salle, et ça fait vraiment plaisir d'avoir tout le monde ce soir. Il y a plus de monde que la réunion du conseil hier, du maire actuel. Bon, c'est pas une référence, c'est pas une référence, puisque c'est un sbire. J'espère que ça ne va pas être relevé dans la presse. C'est un bras droit, gauche, etc. de Toulet, de Fort-Rousse. Donc vous voyez un petit peu dans quel contexte nous sommes, et c'est, je pense, une bonne chose qu'on ait pu organiser une telle chose ce soir. Alors merci, dans un premier temps, enfin bon, à la municipalité, mais enfin ça c'est une habitude, c'est une habitude à Maurepas d'avoir quand même un certain nombre de réflexes républicains, c'est-à-dire de donner la possibilité d'expression. Merci aux camarades d'Elancourt qui ont fait un travail absolument énorme. Merci au niveau de la Fédé, etc., de tout un tas de gens, de camarades qui ont fait un bon boulot également. Et alors, je vais dire une chose, c'est le premier, c'est ce que je dirais, que j'appelle d'une manière sympathique, les pinceaux Charlot. Parce que quand on dit les pinceaux Charlot, pour nous, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire toute cette possibilité d'éléments de réflexion qu'ils nous donnent, avec d'autres gens, bien sûr, mais eux aussi, et d'une manière très forte. Et pour lancer un petit peu le débat, je voulais dire une chose, c'est qu'il y a une éminente collègue à vous qui disait « N'étudiez pas les pauvres, ils savent ce qui ne va pas pour eux. Par contre, si vous voulez les aider, travaillez sur ceux qui les maintiennent dans cette situation. Et cette situation est créée par un ensemble de choses, comme ce que vous dites dans votre ouvrage. » Alors, je vais retrouver la page de l'ouvrage parce que là, ça m'a vraiment marqué. Le néolibéralisme aggrave considérablement l'aliénation inhérente au capitalisme, du fait du processus de financiarisation. C'est pas un mot facile à dire ici et de le dire en public, vous savez. J'ai un petit problème, j'ai pas toutes les pièces qui ont été remises. Donc, de financiarisation du système. Voilà. Donc, avec ce genre de documents, il nous aide à comprendre les choses, à comprendre et analyser un petit peu ce qu'on essaie de nous rabâcher, qu'on n'y peut rien, que l'histoire est finie, et puis qu'il n'y a plus à baisser la tête, alors qu'on s'aperçoit que là-bas, en face, ils sont très forts. Merci d'être venus ce soir. Je pense que ça fait plaisir, énormément plaisir. Et maintenant, je vais laisser Jacques Michelet d'Elancourt, parce que les gens disent, Jean-Claude, arrête un petit peu de causer. Voilà. Et bon. Bon, alors je ne le dirai pas. Mesdames, Messieurs, effectivement, le Parti communiste des Yvelines, ses adhérents des villes de Maurepas, d'Elancourt et de Cognières, les organisateurs de cette conférence débat vous disent bonsoir. Et je crois qu'effectivement, on peut se le dire en deux mots, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir autour de Monique et Michel. On se permet cette familiarité, que je salue et remercie en votre nom à tous. Je voudrais signaler la présence d'un certain nombre de personnalités dans cette salle, mais je renonce à donner leur nom parce qu'ils sont un peu trop nombreux et ça nous prendrait trop de temps. Merci à eux pour accepter cette modestie involontaire de leur part. Par contre, je me permettrai de présenter les excuses Maria Bolzinger, qui est d'Elancourt, qui a largement participé à la préparation de cette soirée
et qui est au regret de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Voilà qui est dit. Bon, je suis très heureux d'animer ce débat, à savoir la question: est-il possible de sortir de l'impasse idéologique actuelle, de commencer à construire ensemble un monde de fraternité, de progrès, de sécurité matérielle et psychique, où parler d'humanisme serait une nécessité impérieuse? C'est la question qui, me semble-t-il, est posée aujourd'hui à l'ensemble des Français et des Françaises, alors que l'on voit tout ce qui se déroule et qui était imprévu de la part d'un gouvernement dit de gauche. Je ne vais pas remercier la municipalité de Maurepas, Jean-Claude l'a fait, mais je trouve très symbolique que nous occupions ce haut lieu de la démocratie qu'est la salle d'un conseil municipal. C'est la démocratie de proximité par excellence, et nous savons qu'aujourd'hui cela veut dire quelque chose alors qu'elle est menacée. Merci aux auteurs Monique et Michel de nous faire l'honneur d'être là. Nous savons combien ils sont demandés en France et ailleurs. Et merci surtout pour le travail remarquable qu'ils mettent à notre disposition. Merci aussi à tous les militants qui ont préparé cette soirée, aux formations politiques, syndicales, associatives, culturelles, sociales, d'éducation populaire et d'étudiants, excusez-moi si j'en ai oublié, qui ont mobilisé leur réseau pour alimenter ce débat pluriel qui, nous l'espérons, débute ce soir dans nos localités. La violence des riches. Le titre est déjà une provocation. Provocation pour les idées reçues, s'entend. La richesse, avec nos amis, a des visages, alors que d'habitude on la présente sans visage. Elle n'est pas seulement anonyme comme les sociétés du même nom. Les riches sont violents. D'habitude, la violence est attribuée à certaines personnes du peuple. Là, les choses sont inversées. Je pense que nos amis auront à s'expliquer de cette provocation, bien sûr. Les auteurs le montrent, l'argumentent, le démontrent scientifiquement et prennent parti aussi, en conséquence de ces réalités étudiées. Se confrontent avec les idées reçues, toutes faites, voire avec le mensonge également. Citoyen et scientifique. Le citoyen réfléchit et cherche en scientifique à comprendre le réel, pour lui donner sa capacité d'action transformatrice, des causes, et non seulement de quelques effets trop vite récupérés. Ce livre, ces livres, pouvons-nous dire aujourd'hui, sont un appel à agir ensemble en transcendant nos différences, notre diversité, pour ce que nous avons en commun, la volonté d'être respectés en tant qu'êtres humains, dans nos droits de citoyens et de travailleurs responsables. Ce disant, j'exclus effectivement quelques personnes, celles qui ne sont pas citoyennes au sens profond du terme, mais manipulatrices et technocratiques, et celles qui profitent du travail d'autrui. Un de mes amis les nomme les toxiques. J'ai trouvé l'expression tout à fait ajustée. Un travail remarquable, je disais donc, qui porte sur la description des faits, vérifiés et vérifiables, référencés, dépassement des apparences, analyse du réel, de ces mécanismes et de ces dynamiques visibles et invisibles, définition des concepts utilisés, dénonciation des moyens manipulatoires et du mensonge. La violence des riches se veut un travail scientifique rigoureux, limitant par là aussi
l'accès didactique et pédagogique de l'ouvrage à des lecteurs liés à une discipline scientifique, aux militants qui s'en sont fait également une spécialité, aux lecteurs passionnés en général. C'est déjà un beau public. Cependant, l'ambition des auteurs était plus large. Et l'édition de « Pourquoi les riches sont toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres » répond totalement au souci d'élargissement du sujet à tous les lectorats. De la vulgarisation au sens le plus noble du terme. Merci beaucoup. Monique et Michel traitent des faits, patrons spéculateurs et salariés jetables, et des mécanismes de la délinquance des riches, fraude, complicité de la justice, de l'oligarchie historique en action dans la France de François Hollande, de la maîtrise des idées avec la domination dans les têtes, et plus largement de leur analyse avec la mécanique de la domination, pour finir par un sujet ô combien d'actualité, la réforme territoriale avec la ville comme champ de bataille. Et ils concluent leur ouvrage par un néologisme, le bourgeoisisme qui permet aux dominants de se légitimer et d'accuser des boucs émissaires à la situation. Le peuple est populiste. Il ne respecte pas la démocratie. Sous-entendant, dissolvons le peuple. Les grands bourgeois s'octroient ainsi un label démocratique derrière lequel se cacherait leur violence, les inégalités de droit et de fait. Monique Pinson-Charlot, Michel Pinson sont sociologues. Retraités, ils étaient directeurs de recherche au CNRS, rattachés à l'Institut de recherche sur les sociétés contemporaines, IRESCO. Parmi leurs références de prédilection, nous proposerons Pierre Bourdieu, Norbert Elias et Karl Marx. Bien sûr, elles sont plus nombreuses, j'ai fait une sélection. Ils se sont attachés leur vie durant à l'étude de la haute bourgeoisie et des élites sociales, pour les raisons qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Claude. Avant de leur donner la parole, j'en ai pratiquement terminé. Quelques règles pour optimiser le temps qui nous est imparti, jusqu'à 22h seulement. Et on a une disposition de salle. Des micro-baladeurs à votre disposition. Nous vous demandons des interventions courtes et de privilégier les questions directes aux auteurs. Les développements ne devront pas excéder 2 minutes. Mon rôle consistera notamment à faire respecter ces règles simples afin de privilégier la participation du plus grand nombre. D'avance, je vous remercie de votre compréhension. Je sais les frustrations qui peuvent résulter de ces règles, mais rien ne nous empêche de poursuivre nos échanges ensuite. Les sujets ne manquent pas, qui émergeront sans doute de notre débat de ce soir. Maintenant, en conséquence, je me permets de donner la parole à nos invités. Alors, moi je parle debout parce que je suis petite et puis sinon je disparais sous le public qui est venu. Vous êtes venus nombreux, on vous remercie beaucoup. On vous remercie pour la qualité de votre accueil. Moi personnellement, je ne sais pas s'il est là, je voudrais absolument remercier Guy Chévial qui a préparé avec moi surtout, et pas Michel qui s'est planqué, cette soirée. Donc je ne sais pas si Guy est là, s'il peut me faire un petit signe, non? Il est là-bas tout au fond. En tout cas, merci. Et puis, on y va. Alors, on vous propose de terminer, effectivement, parce que nous sommes âgés, fatigués, que demain matin, nous devons partir aux aurores à Angers.
de nous arrêter à 22 heures et puis de poursuivre la dédicace jusqu'à 22h30. Et puis, on vous demandera de signer un livre d'or. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons signer, nous, on va signer les livres. Et puis, si vous avez la gentillesse de venir à cette table à la sortie, de marquer votre présence. C'est des communistes qui ont envie de ça pour ce soir. Donc, merci d'avance. Donc, on va vous parler un petit peu, Michel et moi, de deux choses qui nous paraissent importantes pour présenter ce livre, puis vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions auxquelles nous répondrons le mieux possible. Donc ça sera une à une, parce que sinon on n'a pas la mémoire des choses, on est trop fatigué. Et alors les deux choses qu'on va vous commenter, la première c'est pourquoi parler de la violence des riches, et la deuxième encore plus grave, ça sera de vous dire pourquoi on ne parle plus de lutte de classe, mais que nous parlons systématiquement de guerre de classe. Hein. Et donc évidemment les deux choses sont liées. Alors je vais commencer par vous décrire très rapidement, pour pas justement plomber la dynamique qu'on veut essayer d'insuffler pour cette soirée. Oh ben vous êtes adorable, sinon je le tiens. Je sais que tu es adorable. C'est le plus beau. J'ai tout ça. D'accord. On s'arrangera après. Oui, ça va aller mieux. Bon, il suffit de le prendre, c'est tout. Voilà. Et ça marche ah, ben, Bien sûr que ça marche. Non, alors ben, si vous pouvez enlever ça, franchement, c'est pas esthétique. Donc, je vais commencer de manière rapide, mais j'espère efficace, de vous parler de différentes formes de la violence des riches, puisqu'il s'agit des violences des riches. Et Michel, je vais vous parler de la violence économique, de la violence idéologique et de la violence linguistique. Et Michel vous parlera de ce qu'on appelle la violence symbolique. Parce que la violence symbolique, c'est une violence, comme il vous le montrera, qui vous concerne tous, mais vous ne savez pas que vous êtes violenté symboliquement par les plus riches. Voilà. Et ensuite, on passera à la guerre de classe. Pareil, je commencerai à parler, puis Michel complétera ce que je n'aurais pas dit. Donc ça va ? Alors, la violence des riches, effectivement, c'est un titre très impertinent dans une société où, effectivement, les riches se présentent comme les bienfaiteurs de l'humanité, comme les créateurs d'emplois et comme ceux qui permettent, à travers la fameuse théorie du ruissellement, de nous donner, pauvres bougres que nous sommes, un petit peu de sous pour nous nourrir ou nous acheter des livres afin de nous permettre de réfléchir. Alors la première forme de violence, mais ça vous la connaissez tous, c'est la violence économique, c'est-à-dire cette violence qui fait que les actionnaires des entreprises qui sont désormais, comme n'arrivait pas à le dire Jean-Claude, financiarisées, c'est-à-dire que les entreprises deviennent des marchandises qui doivent apporter du profit aux actionnaires et c'est tout. Et les salariés ne comptent plus, on n'est plus du tout dans une démarche anthropologique, productive, au service des citoyens et des êtres humains. On est donc dans une financiarisation de l'économie qui aboutit à transformer les entreprises en marchandises, en machines à cash. Et pas pour les salariés, pour les actionnaire. Donc ça, on pourrait y revenir dans la discussion, mais je pense que vous savez tout ça. Par contre, d'autres formes de violence, comme la violence idéologique, qui criminalise les autres classes, qui transforme en ennemis de l'intérieur ceux qui ne partagent pas le point de vue des bourgeoisistes. Alors les bourgeoisistes, c'est un néologisme que nous avons inventé contre le fait qu'on nous taxe toujours de populistes.
Et nous, quand on se retrouve face à nos bourgeois, que ce soit à la télévision ou dans les beaux quartiers ou dans les cercles quand ils continuent à nous inviter, mais maintenant je peux vous rassurer, ça arrive plus tellement parce que on n'est plus trop en odeur de sainteté parce que la situation est quand même grave et que du coup notre sociologie est portée comme ce soir à mon repas, demain ailleurs, pour que la connaissance que nous avons eu la chance d'acquérir grâce à vous, parce qu'on a été, Michel et moi, pendant 40 ans, chercheurs au CNRS, et c'était vous qui nous payez nos salaires. Et donc, la moindre des choses, c'est bien de vous restituer la connaissance que nous avons acquise grâce à vous. Ces recherches que nous avons faites, très honnêtement, n'ont rien d'extraordinaire. Nous n'avons fait que notre travail, et ce soir encore, nous ne faisons que notre devoir de vulgarisation de la recherche. Alors je m'emballe et tu te dis où est-ce qu'elle va. Ah, c'est ça, non, tu n'écoutes pas. Pardon. Alors je continue. Oui, mais tu fais... Non, tu n'écoutes pas tout à fait. Et donc c'était la financiarisation de l'économie. Et puis alors oui, c'est ça. Là. Alors après, je suis passée à la... Pardon ? Violence idéologique. Voilà, la violence idéologique où on criminalise les classes moyennes et les classes populaires afin de nous déstabiliser, afin qu'on culpabilise de ne pas réussir à avoir notre Rolex à 50 ans, hein, à ne pas réussir à passer par l'ENA ou par Polytechnique. On nous dévalorise tout le temps, on n'est rien. Et nous, par exemple, avec Michel, c'est vrai qu'on nous taxe de marxistes ringards. Ça, c'est Isabelle Balkany qui m'avait traité comme ça au grand journal de Canal+. On nous traite de militants, c'est un mauvais mot. Et nous, au contraire, on est fiers d'être engagés. Parce qu'on ne peut pas faire la sociologie des inégalités telles qu'elles existent dans notre pays, en Europe et dans le monde, sans être engagé. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est tellement énorme. Le fossé qui sépare le 1% des familles les plus riches, 85 personnes dans le monde détiennent autant de richesses que 3 milliards 500 millions d'êtres humains, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. On n'a jamais vu ça. Donc voilà. Ensuite, on développe beaucoup de choses sur la violence linguistique, parce que la violence linguistique, elle est très très importante. Alors vous le voyez déjà à travers cette espèce de bagarre entre le populisme et le bourgeoisisme. Le populisme, c'est un mauvais mot, et eux, ce sont des militants du néolibéralisme. Mais alors, quand on leur dit ça, mais c'est vous les militants, c'est vous qui défendez un système qui est tellement injuste et très profitable à vous, mais tellement injuste pour les autres. C'est vous qui défendez le système capitaliste dans cette dérive épouvantable que nous vivons aujourd'hui. Alors là, non, c'est juste pas possible de leur dire ça. Ben non, nous on est des pragmatiques, on fait ce qu'il faut faire pour que l'économie fonctionne. Le système capitaliste, c'est un système naturel. Est-ce que vous êtes capable de proposer autre chose, ma bonne dame ? Et voilà, donc ils sont arrivés à manipuler nos pensées et le vocabulaire pour nous faire croire que le système capitaliste était le seul système possible pour régler les rapports économiques, les rapports entre les êtres humains sur cette terre, et que quiconque émet l'idée d'une autre possibilité, et surtout d'un changement radical, alors là, c'est que vraiment on ne comprend plus rien, puisqu'on est capable de dire que le soleil n'est pas là, que la lune ne brille pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de constater que le système capitaliste, c'est quelque chose qui est naturel et légitime. Et pour cela, il mobilise tout un travail de communication, et notamment sur le langage,
Alors, ils inversent la lutte de classe. Je l'ai déjà dit, ils se présentent en bienfaiteurs de l'humanité, en créateurs d'emplois. Alors que si l'on est marxiste dans le bon sens du terme, les seuls créateurs de richesse, c'est vous, c'est nous, créateurs de richesse au niveau manuel, au niveau des services pour les employés, au niveau intellectuel, par exemple, pour nous deux et puis pour beaucoup de gens qui sont dans la salle, voire tout le monde. La vraie richesse, elle vient de ceux qui font fonctionner l'économie réelle. Elle ne vient pas de ceux qui spéculent de manière éhontée dans la finance. Alors, ce soir, il n'y aura pas beaucoup de chiffres, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y en aura par exemple un qui me vient à l'esprit pour vous dire le monde de l'économie réelle, le produit intérieur brut mondial, et vous le retiendrez très facilement, puis vous le répéterez aux gens, c'est 85 000 milliards de dollars. Comme c'est le dollar qui est roi, on donne les valeurs internationales en dollars. Qui c'est qui le dit, le chiffre? Non, vous n'avez pas. 85 000 milliards de dollars. C'est le produit intérieur brut mondial. Et pour vous montrer ce qui se passe, donc ça c'est nous, hein, c'est nous, c'est nos richesses, c'est notre travail, c'est du réel. C'est basé, c'est rapporté peut-être à la quantité d'or, de métaux précieux, mais c'est surtout, ça correspond au travail de milliards d'êtres humains. Et puis au-dessus de nous, il y a des produits financiers virtuels qui sont sur la base de la spéculation, sur des paris de casino. Hein, vous en avez entendu parler à propos de la crise de 2008, hein, par exemple les produits dérivés. Eh bien, rien que les produits dérivés, je ne parle pas d'autres produits financiers, il y en a beaucoup d'autres. Rien que les produits dérivés, ça représente 700 000 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 10 fois le produit intérieur brut. Donc vous voyez qu'il y a un gouffre qui sépare le monde de l'économie réelle d'un monde de casino, d'un monde de spéculation, d'argent virtuel, et les crises vont forcément s'enchaîner les unes à la suite des autres. Et donc, si vous voulez, si la situation est grave, c'est parce qu'elle est grave. Voilà. Bon. Alors, mais ça, est-ce que vous en entendez parler au journal télévisé de France 2 tous les soirs? Est-ce que David Pujadas, il vous raconte des histoires aussi horribles que celles qu'on vous raconte ce soir? Non. Hein, le monde va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, enfin il y a les méchants terroristes et tout ça, puis les gentils démocrates qui nous viennent depuis Obama et les États-Unis, et puis c'est pas du tout ça, parce que les oligarques, ils se cachent sous le masque de la démocratie, les escroqueries linguistiques sur lesquelles je suis, alors qu'en réalité, ils sont en train de mettre au point un système de gouvernance avec l'Europe, mais au niveau de la mondialisation entière, un système de gouvernance parfaitement dictatorial et absolument antidémocratique. Et l'Europe néolibérale dans laquelle nous sommes imbriqués, nous sommes engagés, est une machine à néolibéralisme, est une machine absolument infernale. Mais vraiment, quand on met son nez là-dedans, je peux vous assurer qu'on sort absolument horrifié. Donc, les travailleurs, les riches, je le répète, se présentent en bienfaiteurs, créateurs d'emplois, tandis que les travailleurs ne deviennent que des coûts, que des charges, ne deviennent que des lignes comptables dans les rapports des emplois.